Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, le coronavirus gagne l'Europe. Le virus se propage en Italie. 50 000 Italiens sont confinés dans le nord du pays et près de 304 contaminations ce soir. La France, elle, se prépare. Des mesures préventives ont été prises dans les écoles. Le coût économique de cette crise sanitaire mondiale est immense. On en parlera. Coronavirus, une pandémie est-elle en vue ? C'est notre grand débat ce soir. Les retraites à présent, la pression monte autour du 49.3. Le gouvernement s'arrache les cheveux pour déterminer la meilleure fenêtre de tir pour dégainer cette arme constitutionnelle. Le débat, lui, est toujours englué dans l'hémicycle, mais la majorité et l'exécutif ont décidé d'attendre encore un peu pour rendre ce passage en force plus acceptable. Alors en attendant, nous verrons dans la deuxième partie de cette émission quels sont les grands 49.3 qui ont marqué l'histoire de la Ve République. Et puis notre grand témoin ce soir a presque tout été dans sa vie, chansonnier, journaliste, essayiste, patron de radio, patron de presse, tout sauf consensuel. Philippe Val est avec nous ce soir. Voilà pour le programme, c'est parti, #CVR. N'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Philippe Val, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct, journaliste, essayiste, ancien patron de la rédaction de Charlie Hebdo, de France Inter. Tu finiras clochard comme ton Zola. C'est le titre de votre dernier livre. C'est une autobiographie, mais c'est aussi romanesque. C'est aux éditions de l'Observatoire, on en dira un mot. Récit à la troisième personne adressé à votre fils. Mais l'actualité ce soir, c'est ce coronavirus qui gagne certains pays d'Europe. Après le nord de l'Italie, 2 nouvelles régions sont touchées, la Toscane et la Sicile. Plusieurs cas en Espagne, un cas en Suisse également. Question ce soir, l'épidémie, peut-on en parler, oui ou non, pour l'Europe? Et la pandémie, en est-on là ou pas? On se pose la question avec vous, Jean-Louis Touraine, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche du Rhône, professeur de médecine et spécialisé en immunologie, ce qui nous intéresse particulièrement ce soir. Philippe Juvin, bonsoir et merci. Bonsoir. Chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou AP-HP. Marc Lazare, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste de l'Italie contemporaine. Et Éric Heyer, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économistes. Merci à tous les 5 de participer à cette émission en direct. Je vous donne la parole dans un instant, mais celui qui nous plante le décor de ce virus qui arrive, c'est Stéphane Blakowski, si j'ai bien compris, tout de suite. Bonsoir Myriam, bonsoir messieurs. Le virus qui arrive, c'est moi donc. Quel lancement, J'ai vu Myriam. du jaune, alors il fallait que je compense. Alors, où on en est ce soir dans cette si j'ai bien compris, ça y épidémie. est, le coronavirus est de retour. Bon, alors tant qu'il était en Chine, effectivement, même s'il y avait des centaines de morts, bon, on était désolé, évidemment, mais on se disait, c'est quand même loin de chez nous. Et puis voilà, maintenant que le virus est à nos frontières, en Italie, on se demande, mais comment faire pour l'empêcher de rentrer chez nous? Heureusement, ce matin, le ministre de la Santé était sur RTL, il s'est montré rassurant. Ces informations, quelles sont-elles? Il n'y a pas aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a plus de malades en circulation en France, il n'y a plus de malades hospitalisés. Le dernier patient est sorti guéri hier de l'hôpital de Lyon. Vous posez la question du risque zéro. Est-ce qu'on est sûr à 100% qu'il n'y a pas un malade contaminé sur le territoire national? Je ne peux pas vous répondre. Alors moi, je fais toute confiance au ministre de la Santé, je suis vraiment un légaliste de ce point de vue-là, mais le problème, c'est que le coronavirus est une info qui évolue très rapidement. Ce qui était vrai le matin n'est pas forcément vrai l'après-midi. Donc cet après-midi, on a découvert par exemple qu'il y avait 2 nouveaux cas en France, ce qui n'était pas encore le cas ce matin, pas repéré. Et puis pareil, Olivier Véran, il s'est dit, bon, l'Italie c'est inquiétant, mais pas tant que ça, on l'écoute. Ça, c'était ce matin. Vous savez, on est à 220 malades identifiés en Italie, 20 patients en réanimation, 7 décès. C'est beaucoup, mais l'Italie, aujourd'hui, est en train de circonscrire les zones et a mis en quarantaine les zones dans lesquelles il y a des malades et n'a pas identifié de nouveaux clusters, de nouvelles zones. Voilà, ça c'était encore pour ce matin, je le disais, 2 nouvelles régions
avec la Toscane et la Sicile en Italie. Donc plus l'épidémie se propage en Italie, plus l'inquiétude, elle, se propage en France. Donc sur les réseaux sociaux, bien sûr, on voit circuler des rumeurs, des théories du complot, un virus malfaisant qu'on aurait créé dans un laboratoire, n'importe quoi, évidemment. Mais même dans la vraie vie, dès que quelqu'un est pris une quinte de tout, on sent que ça inquiète. Il y a eu plusieurs cas en France, il y a eu un chauffeur de bus qui toussait beaucoup en venant de Turin, il y a eu un gars d'origine chinoise dans le 13e. Bon, à chaque fois, ils ont été testés et donc ils n'étaient pas contaminés, mais on voit quand même que ces cas existent et que la perspective d'une épidémie qui toucherait la France se rapproche. En tout cas, même le Premier ministre, qui était cet après-midi devant les députés, l'idée d'une épidémie mondiale qui donc toucherait elle aussi la France n'est plus écartée. Tout indique qu'il est en train de se transmettre un peu partout dans le monde et que nous nous trouvons dans une situation qui pourrait se traduire par une épidémie mondiale. Voilà, épidémie mondiale, le mot est lâché. Ça veut dire quoi concrètement pour se protéger? La question, ce sont les frontières. Faut-il les fermer? Ça, c'est la solution du Front National, Rassemblement National. Mais est-ce que c'est surprenant? Pas vraiment. C'est la solution qu'ils proposent un petit peu pour régler tous les problèmes. Pour lutter contre l'immigration, on renforce les contrôles aux frontières. Pour lutter contre les importations, on renforce les contrôles aux frontières. Donc, pour lutter contre le coronavirus, la solution, Marine Le Pen, forcément, elle est toute trouvée pour elle. Je demande le contrôle de nos frontières. J'ai l'impression de demander la Lune. Ça paraît être la première, encore une fois, des mesures de bon sens à mettre en œuvre que de contrôler nos frontières. Alors, elle parle de mesures de bon sens, Marine Le Pen. C'est vrai que ça paraît peut-être du bon sens. Après tout, face à un virus, il faut prendre des mesures fortes, peut-être même autoritaires. Mais c'est pas si évident. Bien sûr, le cas italien fait réfléchir. Eux, ils ont voulu prendre des mesures fortes en disant non, les avions qui viennent de Chine ne se posent plus chez nous. Voilà comment on se protège, on n'hésite pas. Et le résultat, si on a bien compris, c'est que d'abord, il y a des gens qui sont contaminés, qui sont rentrés parce qu'ils ont pris des correspondances, et que donc la conséquence, c'est qu'on ne les a pas vus venir, donc on ne les a pas identifiés, et on est incapable de tracer leur parcours, ce qui est déterminant pour pouvoir lutter contre l'épidémie. Donc on a peut-être l'impression que les solutions autoritaires, elles sont nécessaires parce que la crise semble s'aggraver, mais on voit que la Chine est un régime autoritaire qui n'a pas su contrôler l'épidémie, et que le deuxième pays le plus touché, c'est l'Iran. Voilà un pays autoritaire qui lui aussi a été dépassé par le virus. Alors ce qui peut peut-être nous rassurer un peu, je dis bien un peu, c'est que le taux de mortalité qui reste assez bas, 3%. Parlez pour vous, Myriam. Ça c'est un taux moyen, mais ça dépend beaucoup de l'âge. Alors vous avez moins de 50 ans forcément, donc c'est à peine plus de 3% le taux de mortalité. Mais moi j'ai plus de 50 ans, et là le taux il passe à 12%. Regardez, chacun va pouvoir se situer sur ce petit graphique. Je veux dire, il n'y a pas de quoi être rassuré. Je me suis renseigné. Figurez-vous que l'âge moyen du député, c'est 51 ans et 1 mois. Donc vraiment une population à risque. Il suffirait qu'il y ait une canne de tout à l'Assemblée. Alors je peux dire que la réforme des retraites, oulala, on n'est pas prêt de l'examiner. Pas terminé. C'est tous beaucoup à l'Assemblée. Moi je pense que les insoumis vont être pris de canne de tout. Et voilà, on en parlera tout à l'heure. Merci Stéphane. On va reprendre un peu tous les sujets parce qu'il y a plein de choses dans votre papier. Philippe Juvin, d'abord la crise italienne. J'aimerais comprendre pourquoi on passe de 6 cas de coronavirus, ça c'est vendredi, à 283 ce soir. Comment on peut exploser le nombre de C'est la définition d'une épidémie. Rapidement. Il y a des patients qui n'ont pas été détectés, qui ont circulé, qui en ont infecté d'autres. Et puis, le cycle infernal s'est mis en route. On considère qu'un patient, un malade, peut contaminer probablement 4-5 personnes. Pour la grippe, c'est 2. Donc, vous voyez, il y a une contamination plus importante. Et il n'a pas été fait ce qu'il faudrait faire dans cette situation, c'est-à-dire que dès que vous avez quelqu'un qui est à risque, il faut l'isoler, c'est ce qu'on fait en France, on le teste pour savoir s'il est malade, et s'il est malade, on le met en quarantaine. Vous parlez du patient zéro, c'est ça? C'est celui qui a mis du temps à être retrouvé en Italie? Oui, qui a mis du temps à être retrouvé. Il a eu probablement le temps, lui aussi, de contaminer suffisamment de monde, qui eux-mêmes ont contaminé des gens. Et le fait que ça apparaisse brutalement n'est pas surprenant, puisque la période d'incubation est de 2 à 12 jours. Eh bien, il y a une dizaine de jours, il a rencontré un certain nombre de gens, et ces gens développent la maladie entre 2 et 12 jours. Il y a une progression exponentielle, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit chiffre au départ, très rapidement. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé dans l'hôpital italien? Il y a eu un dysfonctionnement, manifestement. On ne sait pas. Je pense qu'il faut faire attention à tous les raconteurs. La réalité, c'est que nous, en France, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un patient à risque, on l'isole immédiatement. Il ne va pas dans la salle d'attente, par exemple aux urgences, quand il a le malheur d'arriver aux urgences. Et on l'isole et on le teste.
Et s'il est positif, eh bien, on le met en quarantaine. S'il n'est pas positif, on le renvoie chez lui. Et le fait qu'il y a plus de contrôles en Italie qu'en France, et pourtant plus de cas en Italie. Vous faites référence au fait que les Italiens, très tôt, ont mis des contrôles à l'entrée aux frontières, mais le sujet, c'est que ça rassure tout le monde, les contrôles. Sauf que, qu'est-ce qu'on contrôle ? En fait, on ne contrôle rien. Est-ce que vous contrôlez la température ? Il se trouve qu'il y a des gens qui ont le coronavirus qui n'ont pas de fièvre. Mais il y a des gens qui ont de la fièvre qui n'ont pas le coronavirus. En fait, il y a des gens qui ont de la fièvre qui prennent du Doliprane. Et en plus... Donc tout le sujet, si vous voulez, et c'est toute la difficulté du coronavirus, c'est qu'il n'y a aucun signe spécifique qui permet de dire oui, lui il l'a, oui, lui il ne l'a pas. Ça, c'est un vrai sujet. Et dernière petite question, il est possible de ne pas avoir de symptômes ? Bien entendu. Ce patient zéro, bien entendu. Et c'est pouvait-il ne rien ressentir alors qu'il était contagieux, très contagieux ? C'est un des sujets absolument fondamentaux dans cette maladie, c'est qu'on a une forte proportion de patients qui n'ont pas de symptômes et donc qui contaminent tranquillement sans même savoir qu'eux sont malades. C'est pour ça que on peut avoir le virus et ne même pas s'en rendre compte. Absolument. C'est pour ça que la notion de taux de mortalité dont on parle n'a pas beaucoup de sens. Parce que pour avoir un taux de mortalité, oui, mais pour avoir un taux de mortalité, il faut un numérateur et un dénominateur. Le numérateur, c'est le nombre de morts, donc on le connaît à peu près. Mais le dénominateur, c'est le nombre de cas. Mais si vous ne testez personne, eh bien vous avez un taux de mortalité et que vous ne testez que ceux qui vont mourir. Vous avez 100% de mortalité. Oui. C'est ça, vous voyez, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Au fond, personne ne sait exactement le nombre de cas à l'heure où on se parle. Et la question de l'Afrique va être une question fondamentale. Alors, on en parlera un petit peu plus tard. Marc Lazare, restons sur l'Italie. Vous avez des étudiants qui sont en Italie, vous avez des contacts, vous allez nous parler un peu de l'état d'esprit des Italiens, notamment dans cette région du Nord. Mais on parlait de cet hôpital, vous avez des informations. Le gouvernement Conte a reconnu un dysfonctionnement et même une surprise par rapport à la manière dont les choses se sont propagées rapidement. Oui, alors surprise par rapport aux premières mesures qui ont été prises, qui ont été beaucoup plus drastiques que la France, puisqu'effectivement, il y a eu des tests dans les aéroports, mais des tests de température dont vous expliquez que finalement ils étaient assez inefficaces. Il y a eu la suspension des vols, vous l'avez rappelé, entre l'Italie et la Chine, entre la Chine et l'Italie, ce qui fait que manifestement des passagers venant de la Chine sont passés par la France, par exemple, pour revenir ensuite en Italie. Donc il n'y a pas la traçabilité qu'on a instaurée en France, ça a été un problème. Conte, le président du Conseil, a reconnu dimanche sa surprise par rapport justement aux mesures qui avaient été prises. Et là, depuis 48 heures, il y a une controverse, une polémique même qui a surgi, puisque le président du Conseil a accusé la région Lombardie. Il faut toujours se rappeler que les questions de santé dépendent des régions en Italie. C'est un élément très important du point de vue institutionnel et donc des pratiques de santé publique. Et donc le président du Conseil a attaqué le président de la Lombardie en disant que justement dans l'hôpital de Codogno, les mesures qui avaient été suggérées par le gouvernement national n'avaient pas été appliquées. Or, le président de la région est membre de la Ligue. Jusqu'ici, la Ligue, partie de Salvini, voilà, la Ligue du Nord, la Ligue, ce qu'on appelait la Ligue du Nord, mais qui est effectivement très forte dans la Ligue, dans le nord de l'Italie. Et par conséquent, jusqu'ici, il y avait plutôt un bon climat de coopération entre les présidents de ces puissantes régions. Il ne faut jamais oublier que c'est les régions les plus riches de l'Italie qui sont touchées, où les structures hospitalières sont particulièrement performantes. Et là, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a eu un cas en Sicile, c'est-à-dire, sans vouloir être trop désagréable pour le sud de l'Italie. L'organisation de la santé, le niveau de santé n'a pas le niveau de l'Italie du Nord. Et donc, maintenant, il y a une controverse politique et les petits débuts d'unité nationale des forces politiques pour essayer justement de lutter contre cette épidémie est en train d'être rompu. Ces fragments sont en train d'être mis Salvini demande des comptes. Et depuis 3 jours, Matteo Salvini demande même la démission du président du Conseil. Et ces questions politiques, on les aura en France. C'est pas réservé à l'Italie. Si jamais ça arrive en France et si jamais il y a des cas qui ont déjà commencé, il y a eu déjà des débuts. Vous avez évoqué la position de Marine Le Pen. Imaginons, je parle sous le contrôle des autorités médicales ici représentées, si jamais il y a plusieurs cas, évidemment, les forces d'opposition mettront en cause le gouvernement, la majorité parlementaire. On va y venir à la France dans un instant. Vos contacts, parce qu'on a eu l'impression qu'il y a eu un petit vent de panique au départ, le week-end dernier. Les magasins se sont vidés rapidement, et en même temps que les choses sont un peu plus stabilisées. Non, il y a deux choses. D'un côté, c'est vrai qu'il y a une panique, et moi j'ai effectivement des étudiants qui ont voulu rentrer très rapidement. Nous avons pris des mesures à Sciences Po très drastiques aujourd'hui, puisque nous demandons à tout le personnel administratif, les professeurs et les étudiants qui viennent de la Chine, de la Corée et de l'Italie du Nord de rester chez eux et donc de suivre les cours par voie électronique si c'est possible. Donc c'est des mesures sévères qu'on a adoptées en France. Et puis il y a une inquiétude. Vous savez, tous nos étudiants en troisième année partent à l'étranger. Beaucoup choisissent l'Italie, en particulier l'université de la Bocconi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, moi j'ai eu des témoignages d'étudiants qui sont rentrés. Mais il y a encore tout à l'heure, là je sors d'un séminaire où un étudiant italien me disait qu'il repartait dans sa famille à Vicence
Et il m'a dit donc quand je rentrerai, je serai obligé de rester pendant 15 jours chez moi à Paris avant de revenir en cours. Donc voilà, c'est des choses de la vie quotidienne. Le gouvernement, les autorités essayent de développer un discours visant justement à ne pas à ce que la population cède à la panique. On sent qu'il joue gros quand même, ce gouvernement. Oui, il joue gros parce que déjà il est impopulaire. Il est attaqué systématiquement par son opposition et puis il joue sa crédibilité européenne internationale. Jeudi, il y a un sommet franco-italien. C'était pas à l'ordre du jour, ça va être à l'ordre du jour. Il y avait une réunion des ministres de la Santé hier des différents pays européens. Le sommet aura lieu à Naples jeudi et évidemment, je pense que le président Macron qui se rendra à Naples évoquera cette question avec ses interlocuteurs italiens. Alors justement, est-ce que nous, en France, on est prêts et comment la France se prépare? On a entendu Marine Le Pen à l'instant exiger la fermeture des frontières. Elle considère d'ailleurs que nous ne sommes pas véritablement protégés. On va écouter une députée, c'est la députée des Alpes-Maritimes. Elle est de La République En Marche et elle considère bien que c'est absolument inutile d'en arriver là. Écoutez son argumentaire. À l'heure actuelle, c'est totalement ridicule et infaisable. Faire des contrôles aux frontières, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire reprendre la température des gens, attendre la période d'incubation qui est en moyenne de 14 jours, donc bloquer les gens pendant 14 jours et savoir si oui ou non ils ont le coronavirus et après les faire partir. Donc à l'heure actuelle, c'est totalement irresponsable et ridicule comme proposition. Bien évidemment qu'il faut faire des contrôles, bien évidemment, mais les contrôles sont faits au sein même des communes, des collectivités. On voit que l'Italie a pris les mesures qu'il fallait en faisant des zones de confinement. La France en fera aussi si c'est nécessaire, mais à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune raison d'imaginer une fermeture des frontières, d'autant plus qu'elle ne serait pas efficace. Un virus ne s'arrête pas à une frontière quelle qu'elle soit. Un virus ne s'arrête pas à une frontière quelle qu'il soit. Jean-Louis Touraine, elle a raison de dire ça, la députée de votre majorité? Un virus, comme le nuage de Tchernobyl, ne s'arrête pas aux frontières, effectivement. C'est tout à fait exact. Pour autant, on doit prendre quelques mesures, évidemment. Moi, je dirais, votre question était de savoir si on est bien préparé en France. Je mettrais 3 niveaux différents. Sur le plan sanitaire, on est très bien préparé. On est un des pays au monde, et ça a été reconnu par des experts internationaux, on est parmi les 6 ou 7 pays au monde les mieux préparés à faire face à des épidémies. Quand vous dites sur le plan sanitaire, on a un maillage d'hôpitaux, on a un personnel de santé, un niveau de médecins, c'est ça? La capacité d'accueillir les malades. Y compris parce qu'on sait que quand on est atteint, il faut des chambres à l'isolement, parfois même de l'assistance respiratoire. On a tout ça? Tout ça. Même s'il y a beaucoup de cas? Même s'il y en a davantage, bien sûr. Il y a peut-être d'autres points où on est moins fort, parce que sanitaire fort, mais alors après... Voilà. Alors ensuite, il y a le plan de la communication. Communication de crise, c'est jamais facile. La France était très mauvaise il y a 25 ans, parce qu'on voulait rassurer les gens, et pour ne pas induire de panique, on minimisait la réalité. Sauf que quelques semaines plus tard, on est obligé de se contredire. Et c'est très mauvais, ça. Donc, vous voyez que s'il y a un foyer, par exemple, au niveau de la frontière, près de Vintimille, il y aura forcément des zones de confinement et probablement une fermeture de frontières, ce qui viendrait contredire. Ça, c'est le troisième point. C'est l'organisation administrative qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire tendre à isoler les cas. On les isole comme ça a été fait aux Contamines, comme ça sera fait dans les autres foyers qui se développeront, très probablement. Parce que je crois que, de fait, nous sommes à l'aube d'une pandémie. Celle-ci est très probable. Quand on voit le nombre de pays déjà atteints et la rapidité de propagation. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition d'une pandémie, précisément, pour que les gens se rendent compte? C'est une propagation d'une épidémie au niveau mondial. Quand vous dites à l'aube, c'est de la précaution ou c'est inévitable? Personne n'est devin. À un moment donné, une épidémie va vers le déclin. Il semble, mais c'est trop tôt pour l'affirmer, que la Chine soit sur cette phase de diminution des cas. Les autres pays, l'Iran, l'Italie et les autres pays qui sont touchés, sont au contraire dans la phase ascendante. Donc il est absolument impossible de dire ce qu'il en sera. Pour l'instant, l'Afrique n'a pas encore rapporté de nombre de cas substantiels, mais il n'y a aucune raison pour que ça ne se développe pas aussi en Afrique. Et malheureusement, il y a des pays qui n'ont pas notre infrastructure de santé publique et qui rendront l'épidémie encore plus redoutable. On l'a vu dans d'autres cas d'épidémie. Donc, vous voyez bien qu'il y a ces 3 dimensions. La communication s'améliore
Et on dit la vérité aux gens, et je crois que c'est bien. Et cette vérité, il faut pouvoir même dire, nous ne savons pas ce qu'il en sera dans 15 jours. Philippe Val. Juste sur le dernier point, entre un petit village comme Contamine, on peut confiner, ça paraît évident, mais si ça arrive à Lyon, je veux dire, comment on fait pour confiner Lyon? Eh bien, il n'est possible que de confiner dans certains quartiers. C'est-à-dire, il n'est pas possible, ni pour Lyon, ni pour Paris, de dire que toute la ville... Donc on ne peut pas confiner une ville comme de la taille de Wuhan, comme l'ont fait les Chinois. J'en profite parce que vous êtes député de Lyon. Il faut que ce match ait lieu mercredi, Turin-Lyon. Il faut que les joueurs puissent jouer, c'est important. Vous n'êtes pas inquiet de ça? Les supporters, ce serait mieux qu'ils restent en Italie. C'est mieux pour eux. Alors, oui au match, mais non aux supporters en France. Voilà. Philippe Val, c'est important parce qu'il y a une question démocratique aussi qui se pose. Là, on a tout de suite une forme d'utilisation politique de ce qui se passe. Ou en tout cas, une demande très claire sur les frontières, sur le repli, sur une gestion nationale. Pour les frontières, Marine Le Pen, de toute façon, elle est pour la fermeture des frontières, quoi qu'il arrive. Elle est pour la fermeture des frontières parce qu'il y a l'euro, elle est pour la fermeture des frontières parce qu'elle veut faire comme le Brexit, elle est pour la fermeture des frontières parce qu'il y a le coronavirus, elle est pour la fermeture des frontières parce qu'il y a des réfugiés, elle est pour la fermeture des frontières de toute façon. Donc, on appuie sur un bouton, elle est pour la fermeture des frontières. Vous qui avez traversé des épreuves compliquées avec des attentats terroristes, est-ce qu'on s'attend à ce genre de situations qui ne sont pas comparables, ça n'a rien à voir, mais tout de même une unité nationale dans... Le moment comme ça, on parle d'aube de pandémie. Quand il y a eu des attentats terroristes, il n'y a pas eu d'unité nationale. Elle a duré très peu de temps. Au niveau de la population, il y a eu une unité. Mais dans les partis politiques, il n'y a pas eu d'unité. Ça s'est vite déchiré, très vite. Il y en a qui ont justifié très rapidement les attentats terroristes, sans justifier, mais en disant « mais il faut comprendre ». Enfin bref, de toute façon, il y a eu des oppositions très violentes. Aujourd'hui on a de la chance d'être dans des démocraties, parce que quand il y a des problèmes sanitaires comme ça, dans les dictatures, c'était très bien décrit par Foucault dans Surveiller et punir, comment on quadrille, comment on a un bon outil, la pandémie est un outil, pour asservir, pour voir exactement tout ce qui se passe dans la population, pour violer la vie privée, pour empêcher la liberté fondamentale d'aller et de venir, ça devient un prétexte. On a de la chance de ne pas être en Iran ni en Chine. Je pense que le mot pandémie n'est pas encore utilisé officiellement parce qu'il y a un rapport de force, semble-t-il, entre l'OMS et Xi Jinping et la Chine. Parce que Xi Jinping a joué sa crédibilité en disant « ça ne sera pas une pandémie parce que la Chine est capable de contenir ». Or, dans les jours qui viennent, on va voir peut-être que c'est pas vrai. Et c'est un vrai problème pour Xi Jinping. C'est un problème politique. La Chine est plus fragile, peut-être. C'est une dictature très féroce, mais peut-être plus fragile qu'on ne pense. Et cette histoire de pandémie est une histoire politique pour eux. Mais nous, que ça devienne un problème politique dans nos démocraties, c'est de l'irresponsabilité de la part des acteurs politiques. Il faut évidemment une unité, parce que on peut faire confiance, on le voit d'ailleurs sur les plateaux de télévision, la qualité des experts. Les gens s'expriment très franchement et très bien et très clairement. Et on sent aussi que le gouvernement a fait le choix d'une transparence totale et de communiquer au maximum, au risque de se contredire parfois. Bien sûr. Dans la même journée. Frontières, elles sont les frontières, c'est pas des murs de verre. Les frontières, c'est symbolique. C'est une histoire. C'est une histoire. C'est de l'histoire, tout simplement, les frontières. Et évidemment que les virus se foutent des frontières. Et que cette crise, cette épidémie intervienne à un moment où la défiance vis-à-vis du politique est si importante. C'est ça le problème. Alors, Marc Lazare, là-dessus... Je crois que c'est ça le point fondamental. C'est ça le point fondamental. Il est là le vrai enjeu, il y a un discours scientifique qui donne tous les éléments d'information que vous avez. Et puis je m'adresse à vous puisque vous avez cette compétence aussi. Et ça, c'est important. Et je crois qu'il y a tout un effort de pédagogie. Il y a un effort de politique publique du gouvernement et qui essaye aussi de dire un certain nombre de choses. Pas simplement de rassurer, mais de faire de la communication. Mais le problème, c'est que ça arrive dans un moment de profonde défiance. La défiance qu'on enregistre dans les enquêtes qui sont faites par nos collègues du CEVIPOF est absolument énorme. C'est une défiance pas simplement par rapport à la classe politique, mais par rapport aux médias, par rapport aux universitaires, par rapport aux experts. Et donc il y a déjà sur les réseaux sociaux l'idée, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pas vrai, on nous cache la vérité. Et ça va être le grand enjeu de cette crise liée à l'épidémie. Ça va être, si j'ose dire, très intéressant pour l'observateur, plus difficile à vivre sans doute pour chacun d'entre nous. On est très mal éduqués
démocratique. On vit dans des démocraties qui sont les moins mauvaises possibles, donc qui sont plutôt bonnes d'une certaine façon, puisque on a des libertés fondamentales sont garanties. Et pourtant, le personnel politique, une partie du personnel politique, est mal éduqué parce que ils prennent n'importe quoi dans l'actualité pour s'opposer frontalement au parti opposé. Il y a une violence dans le débat politique, une impossibilité d'imaginer qu'on puisse convaincre l'autre, qui se traduit dans la société. Ça décrédibilise. Il devrait y avoir des sujets, si on était bien éduqué démocratiquement, il y aurait des sujets sur lesquels la droite, la gauche peuvent faire du consensus, surtout sur des sujets comme ça. La majorité n'a pas vraiment montré le bon exemple. Il y a Agnès Buzyn qui a fait le reproche en pleine campagne à Anne Hidalgo de ne pas avoir pris les mesures. Anne Hidalgo a dû montrer un courrier, que ça vienne de la part de partis contestataires. Mais là, c'est... Il y a une compétition pour la bonne gestion. Éric Heger, on va parler de l'impact économique. On va essayer de... Est-ce qu'on peut le mesurer? C'est une question déjà. Mais sur ce test pour les démocraties, alors là, c'est plutôt européenne et peut-être même après occidentale. Quelle est votre analyse? Parce qu'on a vu aussi que finalement, les dictatures, ou en tout cas les régimes autoritaires, n'étaient pas forcément mieux armés que les démocraties face à cela. Oui, donc votre question, c'est est-ce qu'il y a une réponse européenne à cette problématique-là? Est-ce que c'est un moment de vrai défi? Est-ce qu'au fond, le fait qu'on ait l'habitude de circuler librement, de pouvoir contester, de pouvoir changer, voilà, ça nous renforce ou ça nous affaiblit face à cette épidémie? C'est très difficile d'y répondre, mais alors effectivement, on peut se dire qu'on est aussi dans un moment dans la construction européenne qui était extrêmement difficile, et donc le repli sur soi était déjà là avant ce virus, et il est possible que ça renforce ce repli sur soi. Les replis nationaux notamment. Sans doute pas la bonne idée, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue, mais alors ça c'est pas mon champ de compétences, du virus, mais il va falloir qu'il y ait une réponse européenne. C'est évident. Alors, parce que les ministres sont à Rome, les ministres de la Santé, pour déjà coordonner un peu plus les choses. Un mot là-dessus? Oui, il y a une chanson que chantait Serge Reggiani il y a longtemps qui s'appelait Les loups, où les loups sont entrés dans Paris. Enfin bon. Et on voyait qu'à la fin, les gens ont appris un peu à s'aimer, à être solidaires. Et c'est ça qui a fait disparaître l'épidémie de loups, d'une certaine façon. Peut-être qu'il y a une leçon à tirer de ça. Quand un danger est au-dessus de nous, quand un danger nous dépasse, c'est peut-être le moment de réfléchir au civisme, à la solidarité. Enfin, je dis des trucs de langue de bois peut-être, mais c'est pourtant du réel. Il va falloir être comme ça. Il va falloir apprendre à être d'accord sur certaines choses et pas s'affronter sur tous les sujets. Alors en plus, il va falloir aussi travailler beaucoup sur la vérité des choses, parce que les gens qui s'informent à des sources sûres ne sont pas majoritaires en France, surtout parmi les enfants. Ils vont s'informer sur Internet, ils apprennent n'importe quoi. Le gouvernement d'ailleurs a dit qu'il faisait très attention à toutes les fake news sur les réseaux sociaux sur le sujet. Parmi les mesures prévues contre la pandémie, Touraine confirmera, il y avait l'idée de mettre des soldats devant les pharmacies. Donc quand on en arrive à imaginer ça, donc c'est un plan qui est prévu au cas de pandémie de grippe, c'est-à-dire qu'on a quand même une faible confiance dans l'esprit civique de nos concitoyens. On s'attend à des bagarres, on s'attend à de la tension. C'est pas si évident Parce qu'on vient de vivre plus d'une année de violence sur des sujets divers en France, des violences hallucinantes en démocratie, des violences physiques, alors que normalement le débat doit régler beaucoup de choses. Là, il y a eu des bagarres dans la rue, il y a eu beaucoup de choses brûlées, cassées, des blessés. Vous craignez que cette épidémie-là nourrisse davantage la violence? C'est une crainte. Peut-être que le discours politique pourrait induire que... Attendez, il faut être solidaire face à ça. C'est une maladie, c'est un virus. Donc, peut-être qu'il va falloir réapprendre à s'entendre, à se comprendre et à se respecter. Enfin. Souvenez-vous, dans les années 80, de l'épidémie de sida. Souvenez-vous qu'après une phase où il y a eu des polémiques, Jean-Marie Le Pen déjà disait « construisons des sidatoriums », etc. Bon, des discriminations contre les homosexuels, contre les toxicomanes, contre les malades séropositifs. On a trouvé après un consensus. Ça s'est inversé. Il a mis quelques années. Ça s'est inversé, mais et là, pour le fait, les politiques, les différents leaders d'opinion, les journalistes, les acteurs, enfin l'ensemble des personnes ont montré une solidarité qui a entraîné en définitive
toute la population française, de telle sorte que il y a eu souvenez-vous, des sites d'action qui ont recueilli des dons très importants. Il faut souhaiter que ces élans de solidarité, tous les Français sont devenus en définitive soient plus spontanés et plus rapides. Là, je voudrais qu'on passe à l'économie. Il faudrait que les gens deviennent solidaires, en se disant il y a quelque chose qui est quand même plus grave que nos petites différences, nos petites frictions. D'un mot, parce que je voudrais quand même interroger Éric Heyer sur ce qu'on peut comprendre au fond de ces entreprises qui craignent pour au fond de voir leur chiffre d'affaires fondre comme neige au soleil. L'économie mondiale, elle a la fièvre, elle aussi. Les grandes places financières sont quasiment toutes dans le rouge. Les entreprises sont très très inquiètes. Alors, le cours des valeurs refuges, lui, grimpe. On voit cela avec Clément Perrault, puis ensuite votre décryptage juste après. Le coronavirus représente une menace sérieuse pour la croissance mondiale. L'impact annuel pourrait être de 0,1 à 0,2% selon le FMI. Pour la France, Bercy table pour le moment sur une baisse de 0,1%. Pour la Chine, la chute devrait atteindre 1%. Ces chiffres correspondent au scénario plutôt optimiste d'une épidémie qui toucherait son pic au milieu du mois de mars. Les constructeurs automobiles ne se hasardent pas à donner de chiffres, mais la Chine est le premier marché au monde. Elle représente 40% des ventes de General Motors et Volkswagen, 30% de Daimler et BMW. Les ventes de voitures ont baissé de 92% en Chine au mois de février. Il y a actuellement 30 à 40% de touristes en moins qu'attendu en France à cause du coronavirus. En 2019, la France a accueilli 2 millions de touristes chinois, dont 1 million en Île-de-France. C'est la 5e nationalité de touristes étrangers, mais la seconde pour les dépenses. Un touriste chinois en France débourse en moyenne 198 € par jour. Les conséquences sur la demande de pétrole sont significatives. Le baril de Brent a perdu près de 15% depuis le 1er janvier. L'épidémie fait plonger les bourses mondiales. Lundi, le Dow Jones a connu sa pire séance depuis 2 ans avec un repli de 3,56%. Pendant ce temps à Paris, le CAC 40 perdait 3,94%. Repli confirmé aujourd'hui avec une nouvelle baisse de 1,94%. Éric Heyer, est-ce qu'on a une idée à ce stade de l'impact économique du coronavirus sur l'économie mondiale ? Non, pas à ce stade. C'est les scénarios. On fait un scénario. Alors, il y a les scénarios extrêmement optimistes. C'est celui qui a été décrit dans votre reportage. C'est-à-dire que c'est une épidémie qui reste vraiment circonscrite à la Chine et qui ne vient pas dans les autres pays. Et là, même le 1% sur la Chine me paraît extrêmement optimiste. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de données dures. Les seules données dures que l'on ait, c'est au niveau du trafic. Et là, on s'aperçoit que c'est pas... On devrait de 3% de croissance à 3,2%. C'est ce que dirait le Fonds monétaire international. Non, ils devraient passer ils sont plutôt à 6,1. Non, mais sur l'ensemble de l'économie mondiale, et de 6 à 5,6% de croissance pour les Chinois. Voilà, donc nous aujourd'hui, ils sont à 6, ils vont passer à quasiment 0 au premier trimestre. Et donc sur la moyenne de l'année, imaginons qu'il y a un rebond au deuxième trimestre, qui n'est absolument pas assuré, on serait plutôt aux alentours de 4%, donc on passerait de 6 à 4. Et donc un passage de 6 à 4, quand on connaît le poids de la Chine dans le commerce mondial, ils sont aujourd'hui, ils représentent 40% de cette croissance mondiale. Et donc du coup, ça va faire plutôt une croissance mondiale qui, effectivement, est aujourd'hui, en 2019, tourne autour de 3%, à quelque chose qui devrait tourner aux alentours de 2%. Ah oui, alors, beaucoup moins. Mais ce sera beaucoup moins. Et donc forcément, il y aura un choc relativement violent. Et c'est pas un choc de pandémie, encore une fois. On est sur un scénario uniquement d'épidémie. On pourrait avoir une croissance moins de 2% mondiale. Bien entendu, parce que là c'est vraiment un choc. Encore une fois, c'est peut-être pas si grave que cela, dans le sens où c'est conjoncturel. C'est conjoncturel. C'est une catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle, généralement, il y a un énorme choc ponctuel et ensuite un rebond. Alors ensuite, sur votre moyenne annuelle, ça c'est marqué, mais c'est pas grave. Vous voyez, nous, notre scénario, c'est que la Chine repasse au-dessus des 6%
en 2021. Donc, vous voyez, parce c'est qu'on possible était dans... ou pas, ça? Oui, ça c'est possible. Encore une fois, tout ça est possible. Mais il faut s'attendre à quelque chose d'extrêmement marqué. Une sorte d'effondrement, quoi. Bah oui, mais alors, parce que la solution, mais ça a été décrit juste avant, la solution qu'a choisie les autorités chinoises, c'est une solution extrêmement radicale dans le court terme. C'est-à-dire, on confine 700 millions de personnes pour essayer pour pas que ça soit une pandémie. Donc, mais forcément, quand vous prenez cette décision, qui est une décision qui potentiellement peut avoir des effets positifs à moyen terme, parce que vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de pandémie, à court terme, c'est assez violent. C'est-à-dire que c'est un choc à la fois d'offres, c'est-à-dire que plus personne peut aller travailler puisque c'est... Ben oui, et il faut avoir ce chiffre en tête. 28% des capacités de production manufacturière sont en Chine. Donc, et puis aujourd'hui, quand vous... les chaînes de production sont tellement fragmentées que lorsque vous voulez produire n'importe où dans un pays, vous avez besoin d'une pièce chinoise quasiment. Du coup, à un moment, ça s'arrête. Alors, c'est pas si grave que cela... Quand c'est que temporaire, on n'a pas beaucoup de stock en ce moment, mais on peut quand même jouer un peu avec le stock et puis se dire, c'est pas très grave, ça va repartir. Il y a un tout début de débat d'ailleurs sur la mondialisation des chaînes de production qui est en train d'émerger. Bah oui, c'est un point intéressant. Notamment pour les médicaments. Notamment pour les médicaments. Oui. Et pour la France, beaucoup de médicaments sont produits en Chine. Sanofi veut reproduire... ça serait prudent. Usines de produits actifs. Et pour la France, on a une petite idée, parce qu'évidemment, on dépend beaucoup du tourisme chinois. Toutes les marques de luxe, c'est aussi on n'a plus de sac Vuitton à direction des clients chinois. Là, encore une fois, vous raisonnez et on raisonne en termes de points de croissance, et d'épidémie en Chine, c'est-à-dire uniquement, le poids de la Chine sur la France. Donc effectivement, c'est un choc d'offres au niveau de l'industrie. Donc l'automobile va être aussi impacté et surtout un énorme choc de demande via le tourisme. Et le tourisme, vous voyez, c'est plus de 4 milliards d'euros uniquement les Chinois qui viennent dépenser en France. Bon, ben voilà, rien que cela, ça c'est 4 milliards d'euros, ça fait 0,2 points de PIB. Donc on est au-delà de ce que prévoit le ministre. Mais vous voyez, ça c'est uniquement si ça se passe en Chine. Mais oui, si il commence à y avoir des points en Italie et des zones de confinement, là vous allez le multiplier. Et à mon avis, c'est plutôt des dixièmes de points de croissance que un dixième. Jean-Louis Touraine, il va y avoir aussi des conséquences, on les voit, économiques en Chine, sur l'ensemble de l'économie mondiale, mais également en France. Vous pourriez nous dire ce soir qu'il y aura forcément, à un moment ou à un autre, des zones de confinement dans le pays? C'est ce que dit notamment un membre de l'Institut Pasteur. C'est vraisemblable parce que... Donc ça veut dire des commerces qui vont s'arrêter, du travail qui va s'arrêter. Bien sûr, tout. Les écoles, les lieux de rassemblement, les spectacles et l'activité économique, mais transitoirement. Alors, le confinement... Expliquez-nous concrètement, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que ce serait peut-être uniquement des petites zones géographiques. En Chine, c'est une immense mégalopole qui a été confinée. Oui, parce que pourquoi ce n'est pas possible en France, par exemple, Paris ou Lyon? Ils ont identifié la maladie à un stade où, malheureusement, il y avait déjà eu beaucoup de cas qui s'étaient répandus. Vous le savez, le médecin qui est d'ailleurs décédé de cette maladie, qui a été le lanceur d'alerte, n'a pas été entendu au début. Il avait signalé ces cas et les autorités n'ont pas tout de suite compris la gravité de ce qui se passait. Donc, au moment où ça a été identifié, il y avait déjà toute l'agglomération. C'était trop tard. Donc là, vous nous dites quoi? On va vers des petites zones par arrondissement dans des villes, c'est ça? Ce sont des secteurs où il y aura quelques cas, probablement, et ce pourra être ainsi circonscrit. Et ces zones-là, pendant quelques semaines, seront relativement isolées. Vous pensez que c'est gérable, franchement? Bien sûr que c'est gérable. On peut comme ça, peut-être une semaine, confiner tel ou tel arrondissement, 15 jours, puisque c'est les 14 jours. C'est même à l'échelle d'une grande ville. Oui, parce que la maladie, à partir du moment où les gens sont contaminés, certes, parfois, ils ne développent pas de maladie, même s'ils ont le virus, où ils peuvent mettre des fois jusqu'à 28 jours pour que la maladie apparaisse, mais en 15 jours, on peut savoir par les tests biologiques, les tests sanguins, s'ils ont ou pas le virus. Donc, au bout de 15 jours, tous les gens qui ont été autour d'une personne contaminée, on peut dire, eux ont le virus, eux ne l'ont pas. Donc, on peut circonscrire, si vous voulez, et hospitaliser les malades et laisser les autres, ensuite, au bout de 15 jours, reprendre le cours de leur vie. Donc, ce ne sont pas des mesures qui sont d'une durée prolongée. Sauf que et ce ne sont pas 15 jours là, 15 jours là, il faut pouvoir le gérer, parce que ça semble incroyable. L'intérêt sanitaire prime quand même. Bien sûr, il vaut mieux diminuer une activité quelconque, quelle qu'elle soit, mais avoir des morts en moins. Marc Lazare,
Je pense qu'on a là sur l'expérience italienne, parce que sert de laboratoire cette fois-ci, hein, c'est que du coup, ça va renforcer pour les activités qui le permettent le télétravail. Et actuellement en Italie, ils ont décidé de faire ça, c'est-à-dire d'essayer de renforcer ou de s'adapter, soit parce que les entreprises avaient déjà expérimenté ça, et je pense que ce sera véritablement une des conséquences. Vous évoquiez différentes conséquences. Peut-être si on a cette généralisation de l'épidémie et ces situations de confinement, on va voir que beaucoup d'entreprises vont accélérer les procédures de télétravail là où c'est possible. Là où c'est possible, un restaurateur, bien sûr, possible. Ou même des usines, parce qu'il y a encore des usines. Et par conséquent, ça ne sera pas systématiquement. Mais je pense que ça aura un effet à long terme de ce point de vue. Éric Heyer, vous pensez qu'on est capable, à la fois, bien sûr pour des raisons sanitaires, mais économiquement, de s'arrêter ici ou là, 15 jours On est capable. Après, vous voyez, on peut avoir moins de croissance économique. Le problème, c'est que si ça dure un peu trop longtemps, il peut y avoir des faillites d'entreprises. S'il y a des faillites d'entreprises, il y a du chômage. Et là, on passe aussi à une crise sociale. Et donc, l'idée, c'est bien essayer, mais on a, je pense, les moyens, et il faut avoir des moyens au niveau européen pour, justement, avoir une politique qui essaye à la fois de préparer quand même le secteur de la santé. J'ai été rassurant en vous écoutant, mais quand on va aux urgences, aujourd'hui, c'est déjà assez saturé. Donc, imaginons qu'il y ait une épidémie forte. En tout cas, il va falloir s'assurer qu'il y ait des capacités d'accueil. Et ça, je pense qu'en termes d'investissement, on peut aussi en faire au niveau européen et donc au niveau national, et ensuite faire des politiques ciblées sur des secteurs qui vont être en difficulté. On les connaît, hein, ces secteurs en difficulté. Donc on peut dire, on accorde un peu plus de crédit de trésorerie pour les entreprises pour qu'elles ne fassent pas faillite, etc. Enfin, tout ça, la Banque centrale peut nous aider. Et ensuite, on a des armes budgétaires aussi. On n'utilise pas assez l'arme budgétaire, me semble-t-il. Alors, c'est pas de la demande en termes très keynésiennes, mais on peut très bien cibler des populations pour que, justement, une crise sociale qui est déjà... un peu de pouvoir d'achat, vous parlez de mesures fiscales, de mesures... Bien sûr, on peut sur les salaires. On sait faire, lorsqu'on fait des primes à la case, quand il y a un secteur qui est en difficulté, on le fait bien. On peut très bien faire ce type. Il y a une chose, bon alors là, voilà, c'est pas exactement d'actualité, mais qu'on découvre aussi à la faveur de cette épidémie, de cette crise, c'est qu'au fond, une petite décroissance, petite en Chine, permet de réduire considérablement la pollution, puisqu'on ne prend plus l'avion. Non, mais les chiffres sont impressionnants. En Chine, notamment. Est-ce que, quelque part, ça peut servir de laboratoire pour la suite? S'il faut sacrifier l'homme pour sauver la planète, c'est une bonne solution, c'est sûr. Mais c'est... C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais... Quand on regarde les cartes sur la Chine, le niveau de pollution est véritablement impressionnant dans sa diminution et des conséquences. Oui, mais enfin là, on ne peut pas régler ces problèmes-là. La théorie de la décroissance. Oui, absolument. Il peut y avoir... Les bénéfices secondaires du coronavirus sont exorbitants quand même. Oui. Le prix c'est la décroissance, c'est la fin des transports. Il y a peut-être quelque chose dont on ne parle pas assez... et qui est un angle mort de cette histoire, c'est que le continent qui actuellement fait le plus d'échanges avec la Chine, et en matériel et en hommes, c'est l'Afrique. Hein. Et on ne parle pas de l'Afrique. Et je voudrais savoir si vous avez... Non, je crois qu'on a repéré... Il n'y a pas de contrôle parce que sans doute, il n'y a pas justement les mêmes types de mesures de protection qui sont faites, les mêmes structures. Peut-être, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais c'est effectivement la grande interrogation. C'est le continent oublié chinoise en Afrique. De cette crise sanitaire, l'Afrique, oui. avec aussi on peut s'attendre à des trajets en France. L'explosion. Oui, il n'y a pas de raison connue pour penser que nos amis d'Afrique subsaharienne soient plus résistants ou épargnés. Oui. Donc, il est vraisemblable que l'épidémie se propagera également et qu'elle sera plus difficile à contenir encore dans les pays d'Afrique subsaharienne, où les infrastructures ne sont pas toujours existantes, même déjà pour les dépistages, si vous voulez, pour faire des tests. On l'a vu, ça s'est amélioré à la faveur de ce drame du sida et puis de l'Ebola, etc. Donc il y a eu des choses qui ont été mises en place. Et l'OMS a toujours insisté sur le fait qu'il ne faut pas combattre qu'une épidémie, il faut créer les infrastructures qui nous permettent de pouvoir être plus efficaces. Donc c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup moins de territoires, en brousse ou ailleurs, qui soient complètement à l'écart de dispensaires et de lieux où on peut faire des tests. Mais que sait-on justement sur le virus? Il est plus résistant quand il fait des grandes températures, c'est ça? Enfin, moins résistant, il y a moins de virus quand dans les zones très chaudes. C'est un virus à ARN, donc comme tous les coronavirus, qui
qui a la particularité, comme les virus de la grippe, à surtout se développer en période hivernale. Hein, donc, c'est pas du tout pareil que le virus de la grippe, mais l'un et l'autre se développent en période hivernale, à la différence d'agents comme la dengue, qui, par exemple, au contraire, eux, donnent pendant l'été des risques plus importants, transmis par les moustiques. Là, c'est un mode de transmission très différent, la dengue. Mais vous voyez, il y a des virus qui résistent à des conditions Alors, pour différentes. terminer, parce qu'on va accueillir Valérie Brochard pour sa chronique, qui est en lien avec cette épidémie, le vaccin, on peut l'imaginer quand? On a une chance le vaccin va se développer. J'ai confiance vraiment à l'Institut Pasteur. Il travaille beaucoup. Tous les chercheurs de la planète sont dessus, mais à quel horizon? Dans les prochains mois, vraisemblablement. Donc, si cette épidémie dure, le vaccin pourra être un secours important, ou s'il y a une résurgence, l'intérêt actuel des chercheurs est de développer des vaccins contre toute une gamme de coronavirus. C'est-à-dire pas seulement contre celui-ci, Covid-19, mais contre d'autres potentiels qui, à la faveur de mutations ou d'autres apparitions de virus, risqueraient de faire une nouvelle épidémie. Donc vaccin et traitement. Hein, il faut ajouter une chose, c'est que parmi les gens qui réclament instamment le vaccin, il se trouve qu'il y en a quelques-uns qui ont été interrogés qui eux-mêmes ne se vaccinent pas contre la des grippe, maladies aussi banales que la grippe, la rougeole, etc. Donc je crois qu'il faut rappeler que... Il y a encore les inepties qu'on trouve sur Internet qui empêchent les gens de se vacciner contre la grippe. Qui sont fausses. Allez, donc vous faites un petit appel à la vaccination, voilà. notamment contre la grippe. Il faut rappeler que il y a des chances plus dangereux que ce qu'on appelle l'acmé, c'est-à-dire le pic de l'épidémie, soit déjà passé au moment où le vaccin arrivera. Allez, merci, messieurs. Vous allez écouter à présent Valérie Brochard, parce qu'elle a une journée à l'Assemblée un peu particulière à nous raconter ce soir. Où est-elle, Valérie ? Oula, j'espère que c'est pas le coronavirus. Par précaution, je préfère vous rejoindre en plateau, Myriam. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Alors, ce soir, vous nous parlez du coronavirus à l'Assemblée, c'est ça? Exactement. Alors, surtout, la question, c'est de savoir si c'est la panique ou pas à l'Assemblée, Myriam. Et du coup, j'ai rencontré 3 députés qui ne cèdent absolument pas justement à cette panique. Écoutez. Non, j'ai pas peur. On n'a pas peur. Il ne faut pas s'alarmer outre mesure. Alors, faut pas s'alarmer, hein, nous dit Joachim Sonforger. Il n'empêche que la dernière déclaration, vous en avez parlé, du ministre de la Santé fait froid dans le dos. L'épidémie est à nos portes, a-t-il lancé, faisant référence, vous l'avez dit, aux récents cas détectés dans le nord de l'Italie. Je suis donc allée voir Marine Brognier, députée Les Républicains des Alpes-Maritimes. Hier, on pensait qu'il y avait 2 cas déclarés dans le département, donc c'est un véritable sujet qui nous préoccupe. Aujourd'hui, un certain nombre d'établissements hospitaliers ont été mandatés, ont la possibilité de faire un certain nombre de tests, mais au vu de la propagation extrêmement rapide en Italie, peut-être que le dispositif qui a été présenté est insuffisant et on demande un engagement supplémentaire de la part de l'État. Alors c'est le Premier ministre qui lui a répondu directement dans l'hémicycle cet après-midi. Le personnel hospitalier et le matériel nécessaire sont prêts. Le système est opérationnel, d'après Édouard Philippe. Mais parler des hôpitaux, c'est aussi pour Ugo Bernalici l'occasion de rappeler leur situation. Quand l'hôpital est en souffrance, l'hôpital public est en souffrance, comme c'est le cas depuis maintenant, je ne sais plus combien de semaines de grève, ça fait tellement longtemps qu'on ne sait même plus les comptabiliser, ce n'est pas le meilleur contexte. C'est pas le meilleur contexte pour accueillir une épidémie, une pandémie, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Donc j'espère qu'en tout cas le maximum sera fait pour une bonne prise en charge. Mais je crois qu'en la matière, céder à la panique, c'est jamais la bonne chose à faire. Alors on ne cède pas à la panique, évidemment, mais avant de vous quitter, j'ai quand même posé une dernière question aux députés. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un cas de coronavirus dans l'Assemblée ? Je mettrai un masque. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Touraine. Est-ce que porter un masque empêche d'attraper le coronavirus ? Il y a toute une variété de masques. Il va s'en développer encore des plus perfectionnés. Certains peuvent empêcher totalement, d'autres peuvent réduire considérablement la probabilité. Donc, vous choisissez le masque au prix que vous souhaitez. Et puis, il faut d'abord qu'il soit disponible en quelques millions d'exemplaires. Et oui. Merci beaucoup Valérie, merci. Messieurs, on se quitte avec le numéro, un numéro important qui est déjà saturé d'ailleurs, pour
toutes les questions que vous voulez poser aux autorités, 0800 130 000, plateforme téléphonique gratuite. N'hésitez pas. Merci, messieurs, vous restez avec nous, Philippe Ball. On va maintenant parler de la réforme des retraites et ce fameux 49.3 qui semble acté face à l'enlisement des débats. Alors, avant d'accueillir nos invités, retour sur ces 49.3 qui ont fait l'histoire de la Ve République. C'est signé Maïté Frémont. Envoie le 49.3. 88, c'est le nombre de fois où le 49.3 a été utilisé. 32 par des premiers ministres de droite, 56 par des chefs de gouvernement de gauche. Alors, il y a ceux qui l'ont utilisé, mais à faible dose. 2 fois pour Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Accepter l'inaction serait faire preuve de faiblesse. Accepter l'immobilisme serait faire preuve de faiblesse. Une seule fois pour Édouard Balladur. Il s'en est servi pour faire passer la loi sur la privatisation des entreprises publiques, alors qu'il disposait d'une large majorité. Une seule fois également pour Dominique de Villepin pour faire passer le CPE. La démocratie, c'est le débat. Mais la démocratie, c'est aussi l'action et le résultat. Michel Debré, qui l'a utilisé pour la première fois, y a lui recours 4 fois. La parole est à Monsieur le Premier ministre et à Monsieur le Premier ministre seul. Et puis on monte d'un cran avec ceux qui l'ont beaucoup utilisé. Sur notre podium, dans le top 3, avec 8 utilisations, on retrouve ex aequo Raymond Barre, Jacques Chirac et Édith Cresson. En seconde position, Georges Pompidou et Manuel Valls sur la loi travail et sur la loi Macron, qui avait du mal à passer au sein de la majorité. Nous avons le devoir d'aller de l'avant, de déplacer les blocages, nos vieux réflexes, pour consolider la reprise de la croissance et pour amener notre pays vers demain. C'est cette exigence qui m'amène en conscience, dans l'intérêt supérieur des Français, à engager la responsabilité de mon gouvernement. Mais personne n'arrive à la cheville du recordman en la matière, le champion absolu, Michel Rocard. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Sans majorité absolue, il actionne ce levier 28 fois en seulement 3 ans. Quant à Lionel Jospin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault et pour l'instant Édouard Philippe, ils font partie des 7 premiers ministres à ne pas l'avoir utilisé. Bonsoir Jean-Philippe Desrosiers, merci d'être avec nous. Vous êtes constitutionnaliste et professeur agrégé de droit public à l'Université de Lille. Elsa Mondingava nous a rejoint. Elsa qui suit pour LCP cet interminable feuilleton des retraites. 3 types au fond de 49.3 dans le sujet qu'on vient de voir. Vous avez une très très courte majorité, Michel Rocard. Vous avez des frondeurs dans votre camp, Manuel Valls. Et puis celui comme Édouard Philippe, c'était le cas, je crois, d'Édouard Balladur. C'est l'opposition qui vous bloque et qui vous empêche. C'est le plus rare, ce cas de figure-là, celui qui va nous occuper certainement cette semaine ou un peu plus tard avec Édouard Philippe. Vous en comptez 3, moi je n'en compte que 2. Le sens originel et la dénaturation de l'article 49.3. Le sens originel, et c'est un très bel article, un très beau mécanisme, l'article 49.3. Dans son sens originel, c'est créer une majorité quand elle n'existe pas ou quand elle est incertaine, en disant à la majorité, de la part du Premier ministre, ce texte, cette loi, pour moi, elle est vitale, donc soit vous me prenez avec, soit vous me tuez sans. La dénaturation, c'est effectivement les cas... Balladur 93, Raffarin 2003-2004, De Villepin 2006 et j'en passe, où on y a recours pour contrer l'obstruction parce que le 49.3 a une conséquence immédiate, c'est que le débat sur le texte s'arrête. Pourquoi ? Puisque, précisément, le texte est vital pour le gouvernement, et donc on ne parle plus du texte, mais de la vie ou de la mort du gouvernement, c'est-à-dire de l'engagement de sa responsabilité. Voilà, parce qu'il faut rappeler d'une motion à de ceux censure. qui n'ont pas l'habitude de ces 49.3 que le gouvernement engage sa responsabilité et qu'il y a un vote de confiance derrière, qui n'est pas forcément acquis. Pas nécessairement. A priori, mais pas toujours. Il engage sa responsabilité et les parlementaires, les députés, ont la possibilité alors de déposer une motion de censure. C'est pas systématique, c'est une possibilité. Dans le cadre de l'article 49 alinéa 2, cette fois-ci, il faut donc qu'il soit 1/10, 58. Et alors, si la motion de censure est déposée, c'est elle qui est discutée, mise aux voix, et ne sont comptabilisées que les voix en faveur de la motion de censure, donc contre le gouvernement, et le gouvernement tombe s'il y a une majorité absolue contre lui. Alors, on n'en est absolument pas là, Elsa. En revanche, on pouvait s'attendre à ce qu'il dégaine assez vite, puisqu'on avait compris que le gouvernement, il songeait, préparait un peu l'opinion. Et puis, le vent a tourné, manifestement. C'est plus pour tout de suite, c'est ça ?
Exactement. Un vendredi, dans les couloirs à l'Assemblée nationale, beaucoup pariaient sur un déclenchement dès cette semaine. Aujourd'hui, le Premier ministre, il a décidé de temporiser. Il a demandé à ses troupes de tenir encore un peu. Pourquoi ? Eh bien, parce que les députés discutent depuis 9 jours de ce texte. 9 jours, dans l'opinion, c'est pas un débat qui s'éternise. Voilà, 9 jours, c'est plutôt correct, c'est trop tôt. Il faut montrer à l'opinion que la majorité, elle veut le débat, elle n'a pas peur. L'objectif, c'est vraiment de renvoyer la balle dans le camp des oppositions. Le message que veut faire passer l'exécutif, c'est que tous les scénarios sont ouverts. Un 49.3, oui ou non, poursuivre le texte, enjamber les municipales. L'histoire n'est pas écrite, mais effectivement, le 49.3, c'est pas un mot tabou. Le Premier ministre, il a été interpellé par le président du groupe Les Républicains lors des questions au gouvernement. Il le dit très clairement. Écoutez Édouard Philippe. Une seule question se pose aujourd'hui. Allez-vous, en matière de retraite, utiliser le 49.3, oui ou non? Merci pour votre question, elle a le mérite d'être simple et claire. Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution. Jean-Philippe Desrosiers, ça vous surprend que le gouvernement, au fond, temporise, elle tâtonne un peu pour trouver la bonne fenêtre de tir? Il faut dire qu'il y a des élections municipales. Il n'est pas question, a priori, de les enjamber, même si le scénario a l'air ouvert. Il s'agit quoi? De gagner la bataille de l'opinion? De rendre ce 49.3 acceptable? C'est ce qu'il tente, mais mon analyse consiste à dire qu'il se trompe en réalité mais depuis le début, bien avant. Le 49.3, ils y sont acculés, ils n'ont pas d'autre choix. Soit ils plongent dans des jours et des jours et des semaines de débats sans fin, puisque visiblement l'opposition est mobilisée, disponible et là pour faire de l'obstruction. Et je ne cautionne absolument pas l'obstruction, parce qu'à mon sens, c'est tout aussi une dénaturation. Pour vous, ça ne fait pas partie du jeu parlementaire. Tout à fait, c'est tout aussi une dénaturation de la procédure parlementaire cette fois-ci, et il faut la combattre, mais le 49.3 n'est pas la bonne réponse pour la combattre. Il aurait fallu, désormais le gouvernement dispose d'autres moyens, notamment le temps législatif programmé, mais il s'est tiré en quelque sorte une balle dans le pied en voulant absolument aller vite, en essayant de faire adopter ce texte avant les municipales, faisant qu'il a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée moins de 6 semaines après son dépôt, empêchant que le temps législatif programmé puisse être engagé. Et ça aurait été une bonne réponse à l'obstruction, parce qu'on fixait un temps pour les différents groupes, et une fois qu'ils ont épuisé leur temps, ils continuent de voter, mais ils ne peuvent plus défendre leurs amendements. C'est une possibilité qu'ils n'ont pas pu mettre en œuvre parce qu'ils s'y sont pris trop tard pour des histoires de délai. Philippe Val, vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui avait subi d'une certaine façon le 49.3 de Manuel Valls sur son propre texte? C'était la loi Macron, la loi sur le travail le dimanche notamment. Comment vous regardez ce jeu politique-là? Alors, d'abord, je pense que vous avez dit une chose très importante, c'est une très belle disposition, le 49.3, parce qu'elle permet de définir une majorité, et dans le jeu démocratique, ça n'est pas du tout une transgression de la Constitution, contrairement à ce que l'opposition, que ça soit l'opposition de droite quand c'est la droite, l'opposition de gauche quand c'est la gauche, quelle qu'elle soit, dit à chaque fois. Elle dit oui, mais non, pas de 49.3, c'était le diable. C'est pas le diable, le 49.3. C'est une possibilité pour travailler pour les parlementaires et surtout, évidemment, pour le gouvernement. Ensuite, le plus honteux, je trouve, là-dedans, c'est que le débat, en réalité, il n'a pas lieu. L'obstruction, ça n'est pas le débat. C'est le contraire du débat. Quand on dit « Ah bah là, ils ne savent plus quoi faire », donc ils mettent, là où il y a marqué tabouret, ils mettent siège. Bon. Et puis quand il y a siège, ils mettent chaise. Et puis, bon. Donc c'est se foutre du monde. Non mais c'est se foutre du monde. Ça ne devrait pas être possible. À une période où là, déjà, il y a des violences dans la société a une espèce de tendance à se disloquer et avoir recours à la violence alors que c'est une démocratie, une fois de plus, et que normalement le débat doit primer sur la violence physique. Si vous voulez, cette façon de faire des parlementaires est un encouragement à la perte de confiance pour les politiques. Je pense que c'est irresponsable de la part de l'opposition d'agir comme ça, parce que le débat n'a pas lieu. Quoi qu'on pense des retraites. Il reste une poignée de secondes.
l'opposition, est-ce qu'elle a l'impression, comme le dit Philippe Bald, de rajouter à la défiance, ou au contraire, elle joue à fond sa carte? Exactement, et puis les oppositions de gauche, elles refusent la petite musique du gouvernement qui voudrait insinuer que c'est de leur faute, en fait, si on arrive au 49.3. Jean-Luc Mélenchon, il le dit, effectivement, les amendements sont rédigés de manière peut-être un peu ironique, un peu ridicule, mais en fait, les débats de fond, les questions sur les compensations pour les professeurs, les oppositions posent ces questions quand même dans l'hémicycle. Pour les oppositions de gauche, en fait, celui qui va perdre ses nerfs, c'est celui qui perdra la bataille. Et c'est la bataille avec un grand L et un grand B pour la gauche. Le problème avec Mélenchon, c'est que, juste, je voudrais dire une chose, c'est que son parti, et il le dit parfois, il ne croit pas au débat. Il y a toute une partie de son parti, et notamment dans son groupe parlementaire, qui ne croit pas au débat parlementaire, mais qui croit dans la rue. C'est la rue contre le suffrage universel. Et cette bataille-là des amendements, c'est la rue contre le suffrage universel. Et c'est peut-être le relais aussi de la rue dans l'hémicycle. Le recours au 49.3 risque d'attiser la rue. Je pense qu'effectivement, c'est un piège. En 1995 et de Dominique de Villepin en 2006 qui ont eu recours au 49.3 pour contrer l'obstruction, au moment où justement la rue était entre guillemets déchaînée, ça s'est très mal terminé. Refaire partir le mouvement social. Merci infiniment d'être venu sur le plateau d'LCP. Merci Philippe Bald d'avoir été notre grand témoin. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur LCP et à demain.